Recevons M. Ba Sanoussi, lui aussi, il était là vendredi, il nous revient avec plaisir. Vendredi, nous avions vu les 6 dimensions de la culture et aujourd'hui, ce sera au tableau la critique philosophique. M. Ba, ravi de vous recevoir encore dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Merci, Astou. Je crois qu'on a passé une très bonne Korité. J'imagine. Ma femme, c'est un cordon bleu. Magnifique. Mais c'est ma fille, Olimata Ba, qui est cordon bleu foncé. Ah. Merci, Olimata. Kon yaayam jaanam wàcc na. Waaw, yaayam jaanam wàcc na. Olimata Ba moom togg rek lay def. Et c'est bien. Alors, Aïssatou, aujourd'hui, nous allons parler d'une leçon, d'une recherche que je voudrais partager avec les collègues et que j'appelle la critique en 3 J. La lettre J, la 10e lettre de l'alphabet française. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la critique? Il y a quelques années, quelques siècles, on ne parlait pas encore de scientifiques et de philosophes comme aujourd'hui. Les philosophes étaient des scientifiques, les scientifiques étaient des philosophes et tout le monde était philosophe. Mais à un certain moment de l'histoire, peut-être que pour des besoins de concret, la science allait prendre ses distances vis-à-vis de celle qu'on appelle sa mère, à tort ou à raison, la philosophie. De ce point de vue-là, quand la science quitte la philosophie, elle va hériter de la philosophie certaines caractéristiques, comme la rationalité, mais aussi l'esprit critique. Que dit Socrate? Dans un livre qui s'appelle Le Sophiste, si je ne me trompe, Socrate déclare ceci. La critique est la partie la plus importante et la plus souveraine. J'insiste sur ce mot. La plus souveraine de la pensée philosophique. Elle participe à l'éducation citoyenne. Et Socrate d'ajouter, méfiez-vous d'un homme qui n'a pas été soumis à la critique, fût-il le grand roi. Pourquoi? Oui, parce que cet homme est rempli de souillure. Ici, quand on parle de la souillure, on parle des défauts, des tares, plus ou moins des mauvaises habitudes. Ça veut dire que, du point de vue socratique, la critique peut avoir au moins 2 dimensions fondamentales. D'abord, une dimension de formation citoyenne, parce que la critique fait que nous ne devons pas toujours être la proie d'un certain obscurantisme qui peut venir de beaucoup de formes de conscience, mais aussi et surtout un rôle de purification. C'est pourquoi Socrate dit, méfiez-vous d'un homme qui n'a pas été soumis à la critique, fût-il le grand roi, il est rempli de défauts, il est rempli de tares. Et dès le début de la pensée philosophique, Socrate installe la critique au cœur de la philosophie, comme on aurait installé un moteur au cœur d'un véhicule. Un autre penseur qu'on appelle Marcien Toa, il nous vient du Cameroun. Marcien Toa va aussi montrer que non seulement la critique fait partie de la pensée philosophique, mais la critique est la quintessence de la pensée philosophique. Et Martin Toa va utiliser un mot en disant que la philosophie est un sacrilège. Pourquoi la philosophie est un sacrilège? Parce que la philosophie est par essence extrêmement critique. Et comme on le dit en classe, la critique philosophique
ne recule ni devant la religion, ni l'imamat, ni devant l'État, ni devant la culture. Tout est soumis. Et Toa dira, je ne deviens philosophe que quand je décide, non pas d'embrasser de façon passive ma culture, mais de soumettre les éléments de ma culture à la philosophie, à la critique rationnelle. De ce point de vue, la critique est au cœur de la pensée philosophique. Je voudrais lever une petite équivoque. Quand on parle souvent de critique, les gens donnent au mot une connotation négative. Dagma critiquer, dagma bagn luma wax nga critiquer. C'est une conception qu'on peut accepter pour le sens commun. Mais dans la pensée philosophique ou dans la pensée tout court, la critique n'a pas forcément une, disons, connotation négative. Et ça, c'est un philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche, qui va montrer qu'on ne peut pas faire de la pensée philosophique une chose purement négative. Nietzsche compare celui qui critique à un insecte. L'insecte ne vous pique pas par méchanceté. L'insecte vous pique par nécessité. Et quand l'insecte vous pique, ce n'est pas votre douleur qu'il cherche, c'est votre sang qu'il cherche. Il a besoin de votre sang. Donc la critique participe non seulement du bouillonnement intellectuel, mais aussi de l'épanouissement culturel de tous les peuples du monde. Mais tout cela étant un peu compliqué, on va essayer de voir maintenant pourquoi j'ai défini la critique en 3J. Alors, donc, 1. Critiquer, qui peut me dire quel est le premier jus que nous avons déjà vu? Très bien. Critiquer, c'est jauger. Jauger peut avoir comme synonyme tester. Encore, si vous voulez, analyser. Peser, mesurer, doser. Premièrement. Donc, c'est jauger. Deuxièmement, critiquer, c'est juger. Juger signifie quoi? C'est donner son avis. C'est donner un verdict. Et là, pour des raisons de probité intellectuelle, comme aime dire Mamles Camara, wax deug yalla, ma propre réflexion s'était arrêtée là. Pour dire aux collègues qu'en réalité, c'est dans l'échange. On n'avait pas besoin de lire Hegel pour comprendre que nous pouvons nous enrichir. Et à un certain moment, c'est un jeune professeur qui s'appelle Major Faye, parce qu'il faut le dire, qui un jour, m'entendant exposer les 2 J de la pensée critique, me dit, mais maître, il y a un 3e J. J'ai dit, c'est lequel? Il m'a dit, justifié. Merci Major. Donc, troisièmement, critiquer égale justifier. Je prends un exemple. L'exemple que je veux prendre aujourd'hui, puisqu'on parle de Corona, c'est, disons, l'exemple dont on parle beaucoup, c'est le Covid organique. Le Covid organique, aujourd'hui, est un médicament qui a été conçu à base de la plante que l'on appelle l'Arte
l'artémisia. Mais avec un protocole scientifique que nous devons à un fils d'Afrique, qui ne s'appelle pas celui-là Raoul ou Didier, mais qui s'appelle Muyangi. Qui s'appelle Muyangi. Comment faut-il appliquer les 3 J de la critique scientifiquement, parce que la critique, elle appartient aussi bien à la science qu'à la philosophie, par rapport à cette problématique aujourd'hui du monde. Parce que, entre l'Organisation mondiale de la santé, les lobbies pharmaceutiques, les pays africains, il y a un problème sur l'efficacité ou non de ce remède traditionnel amélioré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord par le jauger. L'Organisation mondiale de la santé demande à ce que ce médicament, que l'on prétend qu'il guérit et prévoit le Covid, soit d'abord jaugé. Ici, que signifie jauger? Il faut aller faire des essais cliniques, faire des observations cliniques pour savoir 2 choses. D'abord, l'efficacité du médicament, mais aussi est-ce que ce médicament a des inconvénients ou non. Donc, il faut le jauger en le soumettant à des essais. C'est tout à fait normal, la science fonctionne comme ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on aura fini de le jauger, et c'est ça que nous attendons aujourd'hui de nos dirigeants, il faut le juger, ce médicament qui nous vient d'un fils d'Afrique congolais, il faut le juger. Juger veut dire quoi? Juger veut dire, ici, oui, Jérôme Muyangi a raison, ce médicament peut prévoir et guérir le Covid, ou bien oui, il a raison, ça peut prévoir, mais ça ne guérit pas, ou bien il a tort, ça ne peut ni prévoir ni peut guérir, ou bien, même s'il guérit, ça peut avoir des, comment on les appelle, effets secondaires extrêmement graves. Il faut en tout cas donner, juger, c'est-à-dire se prononcer par rapport à ce médicament, et c'est une nécessité. Et enfin, il faut justifier ce jugement en disant au peuple sénégalais, au monde entier, aux Africains, qu'effectivement, aujourd'hui, nous pouvons utiliser ou nous ne pouvons pas utiliser ces médicaments parce que la justification n'est finalement rien d'autre qu'un ensemble de parce que qui sont donnés. Donc, jauger, juger et justifier un regard, une parole, un discours, un médicament, un comportement, il faut toujours passer, à mon avis, par ces 3 étapes. Je vous remercie, Astou, mais je voudrais dire une chose. Allez-y. Je suis très content quand M. Diouf cite toujours son instituteur. Et quand j'ai vu mon ami Ndour à l'épreuve, j'ai une conviction, et c'est la mienne. Quand on recevait quelque part les candidats qui voulaient être des présidents de la République, moi je me dis, le meilleur président de la République, la meilleure façon de développer ce pays, de lui donner une émergence qui est vraiment une véritable émergence, c'est de donner le plus grand salaire du monde à l'instituteur et la plus grande formation. Non seulement lui donner beaucoup d'argent, mais une formation en termes d'éthique, d'éducation et d'instructeur. Parce que quand on confie son enfant qui a 7 ans à quelqu'un, qui n'a pas d'argent, qui a des soucis, c'est déjà une façon de saboter, de miner, de ruiner toute une nation. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps, au-delà de l'éducation, que les gens sachent qu'à mon avis, un instituteur est plus important qu'un président de la République, est plus important qu'un directeur de télévision, est plus important qu'une animatrice d'instruction, est plus important que n'importe qui. Parce que l'instituteur, il est à la base. On lui confie un enfant. Si les instituteurs ont tout ce qu'il faut pour éduquer ces enfants, quand ils nous viendront de la terminale, du point de vue intellectuel, ils sont déjà bien, mais sur le plan éthique, il faut déjà bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons entendu l'appel de M. Ba Sanoussi. En tout cas, pour reprendre les propos de Dr Massamba, il disait « L'instituteur, c'est lui qui installe. Il est à la base, en fait. C'est lui qui façonne l'homme de demain. » Il faut interroger le mot « instituer ». M. Doudouard de maladie dans une institution, écoutez le mot, c'est instituer. Donc, c'est lui qui pose les bases. Imaginez une maison dont le fondement n'est pas... Elle va finir par s'écrouler naturellement.
Merci beaucoup. En tout cas, merci et honneur, hommage à tous ces instituteurs. Vous avez cité votre institutrice. Moi, ça me fait penser à Zakaria Traoré, Monsieur Tra, on l'appelait à l'école Grand Médine. Grand Médine, le quartier Grand Médine, il y a juste une école qui s'appelle Grand Médine. Il faisait énormément d'efforts pour nous, beaucoup de sacrifices pour nous. Monsieur Tra, comme nous l'appelions affectueusement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à vous, Monsieur Ba Sanoussi, professeur de philosophie. Encore, nous pouvons retenir la critique en 3 J. Jauger, juger, justifier. C'est bien ça? Absolument. C'est bien clair. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ba, et mille merci à Madame Ba et à Oulimata. Merci pour les petits plats, merci pour les grands plats. Papa est content et j'imagine aussi que le docteur Massamba est tout content d'être avec nous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Docteur, vous avez entendu l'appel de Monsieur Ba. Les instituteurs de ce pays méritent tous les honneurs, méritent les hommages de la nation. Merci beaucoup. Je pense que je vais inverser le cylindre pour ne pas parler de Koum, comme mon cher marabout, mon ami Souleymane Diouf. Je vais commencer par la conclusion et l'illustration du propos du sophiste Sanoussi, qui, à la fin de son cours ou de sa prise de parole, a illustré par l'exemple du médicament le cheminement de son discours. Je pense que il a jaugé la fonction de l'instituteur de sa prise en charge. Il a jaugé, il ne s'est pas arrêté, il a jugé et il a justifié. Je pense que les participes qu'il a alignés à la fin montrent que l'illustration à la fin d'une démarche et une liberté que le philosophe se donne, mais que le véritable philosophe n'est pas quelqu'un qui est en rupture avec sa société, c'est quelqu'un qui prend en charge le besoin quotidien de discours. Il a donc une production discursive moderne, actualisée, et qui montre que la philosophie, ce ne sont pas juste les pensées de l'Antiquité grecque. Je voudrais le féliciter et le remercier, et remercier aussi notre ami et frère Souleymane, qui nous montre que les mathématiques sont au quotidien de notre vie, en prenant un exemple assez illustratif de ces greniers, contextualiser un énoncé mathématique pour rendre les données mathématiques plus accessibles à la compréhension de l'élève. Je pense que cette pédagogie-là est une pédagogie extrêmement efficace que je salue. Je ne parlerai pas de la qualité de l'instituteur, parce que je ne veux pas paraphraser Sanoussi, mais aujourd'hui, il nous a montré 2 choses, la passion et le désir de transmettre. Mais surtout, il vous a, dans le dialogue qu'il a eu avec vous, il vous a dit, c'est à l'élève de tirer la règle. Aujourd'hui, nous sommes dans cette pédagogie-là, du respect de l'élève. Nous ne sommes pas dans une pédagogie d'imposition ou bien ce que j'appelle d'éponge. Nous ne chargeons pas l'élève de savoir, nous mettons à sa disposition les éléments d'une mise en valeur de son intelligence. Et c'est ce que je salue aujourd'hui, cette continuité-là, sur un fond purement culturel où le cousinage à la plaisanterie a permis de faire le pont entre les matières, de faire le pont entre les niveaux, mais de voir un professeur de secondaire demander et réclamer hommage pour son instituteur, rendre hommage aux 2 dames qui l'entourent chez lui. C'est ainsi que nous voyons le cours ici au Sénégal et à la salle des profs. Nous restons purement humains au service des enfants, et je dis merci et bravo à l'ensemble des enseignants qui étaient sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur Massamba. Merci à vous et encore une fois, bien des choses à toute la famille. Je sais, c'est pas évident, c'est pas facile pour vous, mais en tout cas, très, très bon courage. Courage aussi à vous, chers apprenants. Et mille merci à ces enseignants qui nous accompagnent dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous sommes lundi. N'oubliez pas votre livre de la semaine. La semaine démarre en beauté dans la salle des profs. Et aujourd'hui, le livre de la semaine nous sera présenté par Monsieur Ba. Monsieur Ba, vous avez un livre d'un homme qui fait la fierté de notre continent, un grand homme, Amadou Hampâté Bâ. Oui, Astou. Oui, Amadou Hampâté Bâ, déjà, je demanderai surtout aux jeunes de découvrir au-delà de ce livre une véritable métaphore qu'il a faite sur le caméléon. Comment, à travers le caméléon, nous pouvons être un bon manager, nous pouvons être un bon soldat, beaucoup de qualités que nous cherchons dans notre monde moderne. Alors, de ce livre qui s'appelle « Vie et enseignement » de Thierno Bokar,
J'ai découvert le livre à travers un de mes amis, Abdoulaye Sow, Kor Aïcha, Baye Sherif, professeur de philosophie que je salue. Et de ce livre, je dirais seulement deux choses. Le livre, il est important pour le lecteur parce qu'il lui fait découvrir la métaphysique. Or, nous sommes dans un monde moderne, comme dirait l'autre, un monde de matérialité. Et de plus en plus, les réalités et les vérités métaphysiques sont en train de reculer ou en train d'être mises, disons, en épiphénomène, mal considéré. Avec ce livre, il vous montre à travers Thierno Bokor que la métaphysique est aussi réelle, sinon beaucoup réelle, que n'importe quelle preuve scientifique que nous vivons dans le monde. L'autre chose, c'est qu'au-delà de cette découverte métaphysique, à travers le personnage de Thierno Bocoum, son enseignement, il nous montre quelque chose d'aussi important aussi qui sont les valeurs éthiques. Et quand il dit que Thierno Bocoum est un sage, ici, il faut comprendre la sagesse de deux manières. D'abord, Thierno Bocoum était un sage parce qu'il passait toute sa vie à enseigner la parole de Dieu à travers le Coran, mais il passait aussi sa vie à enseigner la tradition des Maliens qui sont conformes au Coran, à ses disciples. Et Thierno Bocoum a beaucoup participé pendant la colonisation à faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de guerre entre des musulmans qui n'appartiennent pas à la même confrérie. Ce que je retiens beaucoup de ce livre, c'est la question de la fidélité, que l'on trouve beaucoup chez les garçons et rarement chez les femmes aujourd'hui. Enfin, ça dépend. Mais il nous donne l'exemple de son chien qui, pendant la période de sécheresse et de chaleur, le suit, est prêt à le sauver, sauver son maître et mourir. Alors, Thierno Bocoum montre deux choses. Il dit, voilà un animal que moi, je n'ai pas créé, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais il est tellement fidèle à moi qu'il risque sa propre vie pour moi-même. Et Thierno Bocoum, Amadou Hampâté-Bâ, à travers le personnage de Thierno Bocoum, nous plonge dans les valeurs morales, dont l'une d'elles est la fidélité. Et la fidélité, je terminerai en disant cela, c'est la seule maladie que les chiens ne peuvent pas donner aux hommes, surtout aux politiciens. Merci beaucoup, Monsieur Ba Sanoussi, pour cette belle présentation, une synthèse autour du livre de Amadou Hampâté-Bâ. Je pense, chers petits, chers apprenants, vous avez vu le livre, vous avez aussi la possibilité, je pense, d'avoir un autre livre d'Amadou Hampâté-Bâ, c'est Petit Bodjel. C'est l'histoire d'un petit lièvre espiègle, taquin, malin, j'imagine, cher petit, un peu comme vous. Alors, vous avez la possibilité de le découvrir ou bien choisir carrément un autre livre. L'essentiel pour nous, dans la salle des profs, c'est de lire, même 10 pages par jour. Chers apprenants, c'est pas mal. Essayons. Inch'Allah, ensemble, nous y arriverons. Très bonne journée à tous.